L'amour, c'est ce que je ressens quand je suis émerveillée. Je suis souvent dans un contact d'émerveillement, par exemple, face à la nature. Et c'est physique, c'est dans mon cœur, c'est dans ma tête. Je vois des belles choses. C'est quoi le bonheur pour moi? C'est un état d'être. C'est très difficile à définir, hein? C'est très subjectif aussi, là. Il y a des gens qui vont y aller à partir des thèmes, des facteurs qui contribuent au bonheur en disant, par exemple, mais je suis heureux parce que je suis bien entouré. Tu vois, on sait que dans la recherche, ce qui était hyper important pour plusieurs personnes, c'est la qualité des relations. Et puis, bon, c'est particulier parce que dans ce qu'on a vécu dans les dernières années, ce qui a été empêché, ce qui était interdit, c'était les relations. Alors, pour moi, dans cette grande crise mondiale qu'on a vécue, quand j'ai vu que les mesures dites sanitaires tournaient autour des relations, on a confiné les gens, on les a isolés. D'une part, ma première réaction, c'était de dire, écoute, il n'y a pas beaucoup de psychologues qui interviennent en ce moment pour dire que ce qu'on met en place va tellement nuire à l'humanité que soit on n'a pas consulté des psychologues, soit au contraire, on en a consulté quelques-uns là, pour comprendre que c'était malveillant là, ce qui était demandé. Alors, tu vois, la qualité des relations, c'est un facteur. On s'est posé là, plein de questions. Est-ce que ça a rapport à ton genre? Est-ce que les femmes sont plus heureuses que les hommes, par exemple? Est-ce que c'est le travail? Pour réaliser que non, c'est pas le travail, mais la perte d'un emploi qui est associé à des belles relations, par exemple, ça peut aller à l'inverse du bonheur. Tu vois, il y a plein de facteurs, mais somme toute, le bonheur, c'est quelque chose qu'on éprouve intérieurement. C'est non tangible, hein? On ne peut pas observer ça, mais on voit que des personnes ont plus tendance, par exemple, à l'être. Donc, d'autres ont plus de difficultés à être heureux. C'est en lien avec les pensées qu'on a, le discours intérieur. C'est en lien avec l'exercice physique. C'est indissociable. Les gens qui sont en santé physique sont pas toujours, mais sont parfois en santé psychologique aussi, sont plus facilement heureux. Alors ça, c'est hyper important pour moi. Puis parmi ces ressources, c'est les capacités d'être heureux. Et tout ce qui tourne autour de ça, la gratitude, par exemple, la joie de vivre, le pardon, la gentillesse. Quand j'observe et j'analyse la situation avec mes connaissances en psycho, je vois bien qu'on s'en va nécessairement vers une issue positive, malgré la souffrance. Tu vois, l'image qui me vient, c'est une naissance, c'est douloureux. Puis en même temps, c'est heureux parce que l'aboutissement, c'est extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre de la vie, là. Et à chaque fois qu'il y a un événement, on peut toujours le prendre de deux façons. On peut considérer que c'est un grand malheur qui arrive comme si c'était du fatalisme. Alors, les gens qui sont pessimistes, par exemple, ont le choix de prendre les événements, de donner un sens négatif ou positif à ce qui se passe. Et souvent, le négativisme est devenu quasiment de l'ordre d'une identité. Dans cette période qu'on vit, on réalise ça. Les gens sont centrés sur ce qui va pas bien, puis ça leur apporte un sens à leur vie, souvent en comparaison avec d'autres. On est soulagé de considérer que dans le monde, ça va pas si bien. C'est comme si ça nous apaise. Tu vois, on va mettre en perspective notre propre petit malheur personnel à côté de ce qui se passe massivement sur un plan mondial, puis on trouve un sens à ça. Mais moi, j'ai choisi de regarder dans une autre direction et je me rends compte que chaque situation peut nous pousser vers quelque chose de positif. Sur le plan économique, c'est plus difficile à vivre là, à cause de l'inflation. Mais ça nous pousse à créer de l'entraide, à baisser notre consommation qui détruit la planète. Tu vois, nécessairement, il y a un aboutissement qui est positif. C'est bien ce qui se passe. On avait besoin de cette crise-là. Pour trouver notre authenticité, notre vraie personne, parce que les personnages sociaux s'effritent. Et puis, sur un plan économique, comme je le dis, c'est un exemple. On s'en va vers quelque chose qui était une nécessité. Et si ça n'avait pas été de cette crise-là, on aurait passé tout droit, là. Il était un temps, j'avais lu une phrase, je pense que c'est de Kennedy, je ne sais plus lequel, qui disait « Chaque matin, je me lève avec le choix d'être heureux ou d'être malheureux, puis je choisis d'être heureux. » Dans mon cas, j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre de l'intégration.
C'est comme on arrive, on vieillit, puis il y a plein de connaissances, plein de phrases, plein d'expériences qui sont intégrées à notre personne. C'est délicat un peu d'en parler parce que je suis pas une personne qui était malheureuse. Je suis pas une personne qui va dire, ben on apprend avec nos erreurs ou on apprend avec nos souffrances. J'étais chanceuse dans la vie. Je suis née avec des talents. J'ai pas eu de misère à l'école. J'étais au contraire celle qui aidait mes copains de classe, mes collègues. Et je me suis retrouvée dans un rôle de psychologue pour aider. Alors, cette chance-là fait que j'ai eu une belle expérience de vie. Et maintenant, c'est présent. Ce qui fait que c'est assez naturel pour moi de me lever avec une vision positive de la vie. Mais c'est pas qu'on n'a pas des moments difficiles, des moments de découragement. Tu sais, on a une fluctuation d'émotions. J'ai vécu de l'anxiété dans cette crise-ci. Elle me disait, ben, on va-tu s'en sortir? Tu vois, le bonheur, c'est de l'ordre d'un processus. Et ce qui joue, c'est plus une question de temps. C'est-à-dire que quand on vit des moments difficiles, les gens qui sont optimistes vont revenir plus rapidement vers l'optimisme. Alors, c'est pas qu'ils sont pas à l'abri de vivre des moments difficiles. Ils reviennent plus rapidement vers l'optimisme. Et plus on vieillit, je pense qu'on prend la vie moins au sérieux. On sait que c'est juste un nouveau chapitre. Et cette prise de recul m'aide à garder ce regard positif. Cela devient tellement évident pour moi, pour d'autres, que c'est comme un film. C'est pas différent d'un film ou d'un mauvais rêve, on va dire. Mais tu sais, un mauvais rêve, on se réveille, puis là, on le sait que c'est un rêve. Alors, les connaissances qu'on acquiert dans cette période très, très particulière nous aident à mettre en perspective la vie terrestre. C'est pour moi une question de où est-ce que tu poses ton regard. Si je pose mon regard sur ces horreurs-là, bien sûr, je serais négative, mais c'est pas là que je regarde, moi. C'est comme s'il y a deux mondes parallèles en ce moment. Soyons clairs, là, il y a ce monde-là qui s'est mis en marche pour reconstruire quelque chose de nouveau. Ces gens-là existent. C'est ces gens-là que je rencontre en ce moment dans les causeries que je fais, les conférences que je fais au Québec, dans l'action que je mène en France. C'est la même chose, c'est les mêmes personnes, des gens qui sont sortis de la matrice, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé qu'on vit dans un monde illusoire, qui nous ont maintenus. Ce monde-là nous a maintenus un peu comme si on avait une chaîne aux pieds. Puis là, on a réalisé que, on peut se dégager de ces chaînes-là. Et ils sont en action. Ils construisent des éco-villages. Ils proposent des marchés basés sur l'échange plutôt que l'argent. L'argent dette, par exemple. C'est des gens qui s'entraident. J'ai vu des gens qui font du jardin collectif, des friperies. Ce qu'on a mis en place ici au Québec, les marches pour briser l'isolement, là, c'est réel. Là. En ce moment, il y a plein de gens qui s'y inscrivent parce que ce qu'on s'est dit, c'est si on nous empêche de se voir dans nos maisons, il demeure qu'il y a des parcs, on peut marcher ensemble puis on peut jaser. Et en ce moment, il y a plus de 4000 personnes juste au Québec en l'espace de 2-3 ans là, qui s'y ont inscrits et qui se rencontrent à toutes les semaines, qui vont manger ensemble. Je sais pas si tu te rends compte, je peux pas regarder ça, moi, puis être sans espoir. Ces gens-là influencent. C'est ce que je fais en ce moment. Là. Je suis dans la fin d'une tournée où j'essaie de partager mes connaissances en leur disant, ces gens-là qui sont dans la majorité influencés par les horreurs, ben ils ont une petite voix intérieure qu'on peut influencer si on change notre attitude vis-à-vis de ces gens-là. Si on arrête de les traiter de moutons. On est grégaire, là. On se conte des histoires en pensant qu'eux, ils sont des moutons, puis non, nous pas. On est tous influencés par ce qui se passe socialement. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Mais si on est là à juger les autres, à les traiter comme étant différents de nous, on ne crée pas cette ouverture qui va faire en sorte que les gens vont s'intéresser à ce qu'on vit. Et on dit qu'on est des êtres grégaires parce qu'on n'a pas la force, comme un lion, un tigre, de se débrouiller nous-mêmes. C'est ne pas être conscient, à la limite, de penser qu'on peut fonctionner seul. Dans les 3 dernières années, il y a un état d'hypnose qui s'est instauré mondialement. On voit très bien comment ça s'est fait. Là. On a fait peur aux gens. Ensuite, on les a mis devant les médias traditionnels. Et là, il y a les médias sociaux qui ont le même rôle. Et on a maintenu l'hypnose collective par des stimulus de peur, en changeant de thème. Là. Passer de la pandémie à la guerre en Ukraine, au changement climatique, au feu de forêt et tout. Tu vois? Mais malgré ça, il y a des gens qui sont marginaux
parce qu'ils sont peut-être pas aussi hypnotisables que d'autres. Il y a toutes sortes de raisons, mais tous, on a une petite voix intérieure. Cette voix-là parle. C'est juste pour moi une question de timing. En ce moment, elle a parlé plus fort pour certaines personnes qui sont dissociées de cette hypnose et ont commencé à être actifs. Alors, mais il y a d'autres personnes qui, en ce moment, se posent de sérieuses questions. Dans ces causeries-là, j'ai la chance d'être avec des gens qui ont été sous hypnose pendant un certain temps, qui en sont sortis et qui, même s'ils croient aux injections en ce moment, critiquent la société. À ces gens-là, on peut parler, on peut parler. Tu vois, c'est juste une question de vague. Il y a une vague qui s'en va, un genre de tsunami qui fait bien du dégât sur son passage, mais il y a une autre vague. On se suit comme ça. On s'inter-influence. Et on doit profiter de cette influence-là. Je me souviens quand j'enseignais à l'université la psychologie positive, les gens parlaient de manipulation. Je disais, on a des connaissances en psychologie. On peut les utiliser pour aider cette société à être plus bienveillante, par exemple. C'est pas être manipulateur dans le sens qu'on a, là. On a gardé en tête qu'on était malveillant parce qu'on manipule. Non. Écoutez, moi, je me souviens très bien quand j'ai sorti un livre Malade et heureux, d'être confrontée à des médecins qui disaient t'as pas ton mot à dire. Mais je disais, attends, pour aider les gens qui sont malades physiquement, on peut utiliser les connaissances en psychologie pour les aider à sortir de ces maladies-là, parce qu'on sait que le corps et l'esprit, c'est lié, là. C'est faux de penser que le problème, c'est l'aspect grégaire de notre société, de notre humanité. C'est faux. Ça a une influence très positive sur nous, au contraire. On passe toute notre vie terrestre avec l'illusion qu'on est immortel. Puis, c'est vrai. On oublie complètement ça, puis on est complètement submergé par ce que je considère être une diversion. Une diversion totale, la matrice. Moi, j'ai appelé ça l'aquarium. On est dans un aquarium qui est un monde artificiel, puis on est maintenu à cause et grâce aux diversions, distractions, hein, le pain, les jeux, la sexualité. Et puis là, ça paraît tellement évident, avec l'idée que si on sort de la matrice ou de l'aquarium, on va mourir. Mais non, c'est pas ça qui se passe. On découvre la réalité haute. La réalité, c'est pas ce qu'on pense. On pense que la réalité, c'est cet univers-là. La réalité, c'est autre chose. C'est le fun qu'on soit dans la nature parce qu'elle nous rappelle qu'est-ce que la réalité. Alors, quand les gens sont qui ont la chance, si on peut dire, de savoir qu'ils sont mourants, ils quittent cette matrice. Ils se rendent compte, d'une part, qu'ils ont été aliénés. Et ça a demandé beaucoup d'efforts d'être autre chose que soi-même. Ils perdent ça et là, ils redéfinissent leurs priorités. Ils se rendent compte que ce qui était le plus important dans leur vie, c'est pas leur métier, c'est pas leur prestige, leur statut, c'est pas l'argent, évidemment. Mon père est décédé et il a eu ce temps-là de s'apprivoiser à la mort, puis mon père était très économe. Et c'était un moment marquant lorsqu'il m'a dit, tu sais, l'argent, je l'amènerai pas dans ma tombe. Je ne porterai pas dans ma tombe. Lui, il réalisait ça. Il savait, il a fait le choix de faire cesser l'acharnement thérapeutique à un moment donné. Il nous a livré ça. Alors, tout le temps qu'il a mis à monter sa fortune, par exemple, pour assurer une sécurité pour ses enfants, ça n'avait plus de sens pour lui. Ce qui avait du sens, je me disais, c'est sa femme. Ça me touche de dire ça. Tu vois, c'est ça qu'on réalise quand on est mourant. C'est qu'il y a des gens qui comptent pour nous. Il y en a qui ont une tonne de connaissances, tu sais, des connaissances, des gens qui sont pas près d'eux. Mais lorsqu'on meurt ou on se sait mourant, c'est les gens qui sont près d'eux, de nous, qui sont importants. Mes 2 parents sont décédés en sachant qu'ils avaient un deadline. Alors, on est, comme famille, devenus des aidants auprès de nos parents. Les rôles se sont inversés. Nos parents ont bien pris soin de nous. C'était une période où, par exemple, on a eu à changer les culottes, tu vois, nourrir nos parents, les accompagner dans le cœur. Moi aussi, c'est sûr que ça m'a touché beaucoup et ça ça change tout dans le fond parce que ça nous demande de redevenir patient. Je peux te parler de mon père, oui, parce que là, un jour, il a décidé que c'était fini puis qu'il voulait qu'on arrête l'acharnement. Mon père est décédé d'un incident médical. Ça nous fait remettre aussi en question la science médicale. Et tout ce qu'on a vécu pendant les 5 dernières années de sa vie, c'était tout le temps des moments où on nous disait « Votre père va partir. » On n'a plus de connaissances qui peuvent l'aider.
Et le lendemain, un médecin arrivait en nous disant que non, c'est pas vrai. Tu vois, on a vécu des moments très, très, très difficiles à perdre confiance dans la médecine. Puis c'est lui-même qui a décidé, ça va faire. Tu vois, il a subi tellement de tests, il était complètement charcuté. Là, Alors, lui a choisi de faire cesser la souffrance puis de dire oui à la vie qui venait. Ah oui, c'est sûr que ça a changé. Puis c'est là où Malade et heureux, c'est devenu un livre qui m'a permis de réaliser que lui, s'il a fait ce choix-là et s'il a passé à travers ces moments très difficiles, il y en a d'autres qui, lorsqu'on leur a dit, d'autres personnes, on leur a dit, vous êtes en cancer stade 4, ils ont cessé de vivre la vie qu'ils avaient avant et ils prétendent qu'ils ont vécu les plus beaux moments de leur vie avec cette nouvelle-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils ont arrêté de travailler, par exemple. Ils ont décidé de revoir les gens, de célébrer la vie plutôt que la mort. Moi, j'ai beaucoup appris aussi, après sa mort. Et là, de ce temps-ci, on a vécu un grand trouble dans nos relations, tu vois, nos familles, nos amis. Et on a redécouvert des amis. Ces amis-là sont authentiques. On a l'impression qu'on est dans une nouvelle famille. C'est ça qui se passe quand on est mourant. On redéfinit nos priorités et c'est un peu différent par rapport à ceux qui meurent cliniquement et reviennent à la vie. Ces gens-là ont un enseignement parce qu'ils ont fait l'expérience qu'on n'aura pas là, tant qu'on ne passe pas de l'autre côté. Ils reviennent en disant la vie terrestre, ça n'a pas la valeur que vous lui attribuez. Ça ressemble plus à un rêve, finalement. Et la réalité est plus réelle de l'autre côté qu'ici. Et quand ils reviennent, ils perdent complètement la peur de la mort. Parce qu'ils se rendent compte que d'une part, c'est réel. Il y a une vie qui continue avec l'esprit, l'âme, la source, la lumière. Et donc, attribuent moins d'importance à cette matrice qui est une construction humaine. D'autre part, ils nous parlent de l'amour. Un amour qui n'a rien à voir avec l'amour conjugal. Ils ont une expérience qui ressemble à la physique quantique, c'est-à-dire qu'ils constatent que le temps et l'espace est tout à fait différent de l'idée qu'on a ici, avec cette idée que le temps, c'est linéaire, par exemple, que l'espace est limité. Écoute, c'est intéressant, j'ai écrit Le Fou, qui était mon expérience des dernières années avant la crise. J'ai voulu comprendre ce que c'était, la physique quantique, entre autres, puis les expériences de mort imminente. Puis à chaque jour, j'ai grimpé une montagne à l'aube. Et quand j'arrivais au sommet, le soleil se levait. Et je vivais à ce moment-là une expérience d'amour, d'union avec ce qui me dépasse, avec l'univers. Puis ça ne se décrit pas en mots, c'est juste ça. Et c'était l'amour. Pour moi, l'ennemi numéro 1 pour chaque individu, c'est son ego. Puis je sais qu'il y a différentes définitions de l'ego. Certains vont dire qu'on en a besoin d'un. Mais imagine que pour moi, l'ego, c'est ce bouclier protecteur que je mets entre moi et les autres pour cacher mes fragilités. J'ai le sentiment qu'on n'en a pas besoin. On peut mettre ça à la poubelle. Pas besoin de bouclier. Quand je sors mon bouclier, l'autre va faire la même chose. On ne se parle pas vraiment. Quand je m'ouvre et que je suis pleine de gratitude, il se passe tellement des belles choses dans ma vie. Imagine que, je suis pleine de reconnaissance et j'ai le sourire aux lèvres. Je rencontre une personne avec ce sourire-là. La personne, c'est contagieux. Elle va avoir envie de me sourire. Et moi, face à son sourire, ça va alimenter ma joie de vivre. Si je fais le contraire, je me replie sur moi-même, puis je croise quelqu'un, puis je la regarde même pas ou je souris pas. Comment tu penses qu'elle va réagir face à moi? C'est clair qu'on crée notre réalité. C'est pas juste une question de réaction interpersonnelle. C'est étonnant de voir que les événements sont créés. En fait, ce qui se passe quand je baisse mon bouclier de l'ego, l'autre aussi le fait. Puis on n'a pas besoin de se battre, on n'a pas besoin de se prouver mutuellement. Puis on s'aime mieux et plus. Tu vois, et pour moi, l'amour, c'est ça. Je veux dire, on le dit souvent dans ces dernières années. Tout ce qui compte, c'est l'amour. Vivons-le. À mon sens, on est là, un endroit dans notre vie en transition entre continuer d'attribuer une valeur à nos étiquettes, nos titres, et puis cesser d'avoir cette valeur-là, mais garder nos compétences.
Et moi, je prétends qu'on est là pour aider. On est là comme un arbre qui nous aide en nous offrant son oxygène. On est là pour aider avec nos compétences, nos talents, nos croyances, ce qu'on sait, ce qu'on peut donner aussi, là. Il faut vraiment, comme je l'ai dit, là, se reprendre conscience de ce qu'on nous a caché, ce qu'on a inventé sur la nature humaine. Alors, c'est l'humilité. L'humilité, c'est... J'ai pas besoin d'être un personnage. J'ai juste besoin d'être moi, d'apprécier ma valeur personnelle. Mettons qu'on enlève tous les artifices, là. Qu'est-ce qui reste? T'sais, il reste se connaître. OK? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est-à-dire, c'est quoi ma personnalité? C'est quoi mes talents? C'est quoi que j'aime faire? En psychologie positive, on disait, c'est vraiment pas compliqué. Parce qu'on est tous différents, on a tous une fonction. Et notre fonction, à mon avis, c'est reconnaître ce que j'aime faire. C'est pas me forcer à être quelqu'un d'autre, me forcer à apprendre quelque chose qui vient pas naturellement. C'est comme souvent, je donnais l'analogie de la cellule dans le corps humain. Si je suis une cellule du pancréas, j'ai une fonction. Je suis pas une cellule du genou, par exemple. Mais il doit y avoir une raison à ça. Alors, comme personne, à mon avis, vous avez des talents. Il s'agit juste de les partager. C'est aussi simple que ça. Puis souvent, quand on le fait, on aime ça. C'est pas forçant. Même, on serait pas capable d'arrêter, en fait, tellement on aime ça. Et je pense qu'on a vécu, comme je l'ai dit tantôt, dans l'aliénation, à essayer d'être quelqu'un d'autre qu'on est, avec des standards. On a dit que quelqu'un qui allait être accepté socialement, c'est quelqu'un qui allait s'habiller d'une façon, parler d'une certaine façon, faire certaines choses, aimer certaines choses, aimer avoir l'air, aimer consommer, aimer voyager, tout ça. Tu vois, c'est des standards auxquels on a essayé, auxquels on a essayé de ressembler. Maintenant, si on essayait de faire fi de ça, et vraiment, c'est tout un travail, hein, apprendre à se connaître, à répondre à la question « Qui suis-je? » et trouver, je dis, là, si j'ai juste un conseil à donner, trouve ce que tu aimes faire. C'est pas compliqué. Ce que tu aimes faire, c'est ça qui va aider les gens. Tu as juste à être ce que tu aimes. L'arbre nous aide. Les animaux nous aident. Tout est abondance, présence. Et je fais partie de la nature. Alors, ce que je garde en tête d'ici la fin de ma vie, c'est d'aider du mieux que je peux. C'est ma priorité, ma fonction sociale. Comme je crois que c'est peut-être pour chacun d'entre nous. Pour créer un monde qui est plus indépendant de ce système-là, monétaire, dette, et qui, dans cette autonomie, vont peut-être... Moi, je prétends qu'on va tenir le coup plus que cette société qui rentre tout droit dans un mur là, avec le transhumanisme. Et qui devient un monde qui est attractif, qui est un monde qui est heureux et qui est sain d'esprit et puis de corps. On est dans une période très excitante. Alors, comment ne pas être optimiste face à ça? Tu sais, je pouvais m'adresser à l'humanité, là, ce serait un hyper privilège pour moi. C'est tout ce qu'on a vécu depuis notre naissance nous amène à... Et puis, juste avant la mort, justement, là, si on a cette occasion de réaliser qu'on est mourant, qu'on n'est pas... qu'on est immortel dans notre statut, je dirais, là, de terrien, là, c'est d'aimer. Et plusieurs l'ont dit, puis je le répète, mais peut-être qu'on peut mettre l'accent là-dessus, c'est-à-dire aimer encore plus à travers la division, parce qu'on a voulu nous diviser et on a réussi. Certains ont mis un terme à des relations d'amitié qui duraient depuis longtemps. Certains ne voient plus les membres de leur famille. Puis on se sent démunis par rapport à ça. Et il y a pour moi une seule réponse, c'est aimons davantage. Aimons comme on n'a jamais aimé les gens qui vivent sur Terre autour de nous.